Merci à vous tous d'être là, à la fois en visioconférence et bien sûr en présence pour cet atelier intitulé Contenu spécifique apporté par les patients experts et les associations de patients. Nous avons 4 communications successives. Olivia Gross est à côté de moi, vous le voyez, mais je ne sais pas si en visio vous voyez nous. Vous nous voyez là en visio? Oui. Bon, Oui, alors ça va. Donc nous sommes côte à côte pour co-animer cette session de manière un peu stricte, 10 minutes chaque orateur. Au terme des 2 premières interventions, nous ouvrirons la discussion puisqu'elle touche les problèmes de la neurologie, d'une part des patients aphasiques experts qui interviennent dans la formation initiale et d'autre part des patients instructeurs en neurologie, principalement sur la spasticité et l'ataxie. Donc on est dans un domaine disons, neurologique, avec bien sûr une spécificité. Oui, je ne sais pas si vous avez été présenté, professeur Bringer. Je suis assez heureuse de co-animer cette session avec vous. On doit beaucoup de choses ici en particulier, mais même au niveau national au professeur Bringer sur ce thème, qui était doyen de cette université. Et vous avez aussi été, je crois, président de la conférence des doyens, je ne dis pas de bêtises. Et si, j'en dis une? Non. Dans ma tête, vous l'êtes, mais bon, tant mieux si je me trompe pas. Voilà, et que vous êtes depuis le tout départ un soutien vraiment, vraiment important. Et si beaucoup de choses ont pu avoir lieu ici, c'est grâce au professeur Bringer. Donc voilà, je pense que c'est important de le poser. Je suis sensible à vos mots, mais je m'y attendais pas. Merci Olivia. Vous avez toujours le doigté et la manière. Voilà, donc personne n'ignore qui est Olivia Gross. Donc je n'aurai pas l'outrecuidance de la présenter. Alors donc, première intervention, Lise Potier, vous êtes prête, nous le savons, oui. sur un travail intéressant, original, on vous écoute. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend et me voit bien? Ça va? Oui. Très bien. Alors, je vais commencer. Donc, je m'appelle Lise Potier. Je suis orthophoniste à Nancy et je suis donc chargée d'enseignement dans les unités d'enseignement qui concernent justement la neurologie à l'Université de Lorraine, donc au département d'orthophonie. Je vais donc vous présenter un projet que je mène depuis maintenant plusieurs années avec l'aide de plusieurs étudiantes qui a commencé donc en 2019 où la notion de patient expert a émergé et nous nous sommes donc interrogés sur le fait que les patients aphasiques avaient aussi leur place et on s'est demandé comment ils pouvaient être experts. Suite à cette première étude, nous avons créé un cours avec donc, ces 5 patients experts aphasiques à destination donc, des étudiants en orthophonie. Donc ça s'est déroulé en 2020. Nous avons pu expérimenter ce cours en 2021, la situation sanitaire étant ce qu'elle était. Donc d'abord auprès de 4 étudiantes de Master 1, puis de l'ensemble de la promotion des licences 3 en orthophonie, et puis je vous donnerai les perspectives pour les mois à venir. Donc d'abord en 2019, Sophie Zajakowski, qui a été étudiante en orthophonie, a mené son mémoire sur cette question: les patients aphasiques peuvent-ils être patients experts, donc malgré leurs troubles du langage? Elle a donc mené 10 entretiens semi-dirigés avec des patients aphasiques, non fluents, fluents, en phase chronique, avec pour objectif de recueillir et de mettre en avant leur savoir et leur point de vue. Il en est ressorti que les personnes aphasiques étaient très volontaires et enthousiastes pour transmettre leurs savoirs expérientiels, qu'ils souhaitaient être reconnus dans la réalité de ce qu'ils vivent dans l'ensemble de leurs troubles,
Et orthophonistes et patients aphasiques ont jugé tout à fait pertinente l'idée d'une intervention à destination des étudiants en orthophonie. Et donc, certains patients étaient même prêts à se former pour donner ce cours. Donc, la suite s'est déroulée en 2020. Et cette fois, nous avons organisé des rencontres entre 5 patients aphasiques experts, donc 2 non-fluents et 3 fluents, et puis 2 orthophonistes donc chargés d'enseignement. Et ces rencontres avaient donc pour objectif de co-construire une intervention à destination des étudiants en orthophonie, donc en 3e ou 4e année. Priscilla Devanto, donc elle a fait son mémoire sur ce sujet et a évalué l'incidence de la préparation de ce cours pour les patients aphasiques experts à travers des entretiens semi-dirigés, des questionnaires auto-administrés et de l'observation active, puisque toutes les réunions ont été filmées et analysées. Nous avons donc pu mettre en œuvre cette intervention en 2021. Nous l'avons d'abord expérimenté auprès de 4 étudiantes volontaires de Master 1, la situation sanitaire nous empêchant de faire des cours avec plus de personnes en présentiel. Puis avec la promo entière de L3, mais cette fois du coup en distanciel, en Zoom, ce qui a un petit peu changé quand même la façon de procéder. C'était donc les 5 mêmes patients aphasiques et puis toujours les mêmes orthos. L'intervention s'est déroulée de la façon suivante. Les patients se sont d'abord présentés. Alors les patients qui avaient le plus de mal pour s'exprimer, qui étaient non fluents, avaient préparé une vidéo à destination des étudiants pour se présenter et les fluents se sont présentés directement. Puis nous avions construit donc des ateliers vraiment construits à partir des intentions et sur la volonté des patients experts, de ce qu'ils voulaient transmettre et de ce qu'ils voulaient que ressentent les étudiants. Vous allez en voir la preuve juste après. Et puis, il se terminait bien sûr par un temps d'échange. Cette fois, c'est Elisa Bolognini qui a fait son mémoire sur ce sujet et qui a donc évalué l'incidence de cette intervention par la vidéographie, par des questionnaires aux étudiants et aux orthophonistes, les mêmes avant et après l'intervention, et puis bien sûr par des entretiens semi-dirigés avec les patients experts aphasiques. Donc, les patients experts ont travaillé sur 3 ateliers, ont proposé 3 ateliers aux étudiants que je vais maintenant vous détailler. Alors, le premier atelier consistait en un téléphone arabe. Les étudiants devaient donc se transmettre un message sur le principe du jeu que vous connaissez certainement tous, mais avec une contrainte linguistique piochée parmi 10 et qui est donc représenté en fait un trouble langagier que peuvent présenter les patients aphasiques. Donc par exemple, une étudiante devait ralentir son débit de sorte qu'il y ait 1 seconde entre chaque syllabe. Une autre ne devait pas utiliser le son A. Une troisième a dû s'exprimer avec des chamallows dans la bouche pour représenter l'anartrie, les troubles arthriques de la production orale. Une autre n'avait que 10 mots à sa disposition pour transmettre un des messages. Je vous ai mis quelques exemples, tels que les coquillettes que ma femme m'a demandé d'acheter ne sont plus dans le rayon épicerie du supermarché. Voilà, un autre étudiant persévérait sur le mot enfin et un autre ne devait pas utiliser de mots grammaticaux afin de se représenter ce que c'était que l'agrammatisme. Alors voici une petite vidéo qui va donc vous montrer un petit peu ce que ça a pu donner avec les 4 étudiantes en Master 1. On ne voit pas l'image, hein, ça y est. J'ai eu l'impression de dépenser énormément d'énergie à essayer de le comprendre. Ça demande beaucoup plus d'attention. Les phases
Voilà, donc un court extrait bien sûr, mais vous voyez donc l'intention des patients était vraiment que les étudiants puissent ressentir les troubles pour mieux les comprendre. Et puis ensuite, bien sûr, on revenait sur ce qu'ils avaient ressenti, tant du point de vue de l'expression que de la compréhension. Et puis donc là, c'était les deux patients aphasiques, donc non fluents, qui ont pu aussi donner bien sûr leur point de vue. Le deuxième atelier concernait là plutôt un trouble de la réception, de la compréhension. Donc les patients experts ont souhaité que les étudiants ressentent ce que c'était qu'avoir un gros trouble de la compréhension. Et pour cela, ils ont proposé la situation suivante, aller acheter un vélo à Decathlon pour un ami. Donc les étudiants devaient jouer le rôle d'un patient et de deux vendeurs. Et celui qui jouait le patient devait porter un casque anti-bruit, donc pour vraiment ne pas entendre ce qui se passe, être atteint de surdité verbale. Et voyez des vélos avec des prix exorbitants pour ressentir ce qu'est la calculie, le trouble lié à la non-reconnaissance des chiffres et au trouble du calcul. Et puis, il devait respecter des contraintes. Donc, un des vendeurs tournait le dos pour répondre, avait tendance à couper la parole, à parler à la place du patient. Et celui qui jouait le patient devait être logoréique, donc avoir des propos vraiment de façon très rapide et un peu incohérent, utiliser des néologismes, donc des mots qui n'existent pas, transformer des mots, et également présenter une désorientation dans le temps, ce qui rendait compliqué l'organisation de la livraison du vélo. Enfin, le troisième atelier a été souhaité par les patients aphasiques experts pour que les étudiants puissent se représenter aussi les troubles cognitifs associés, pas uniquement les troubles du langage, mais en l'occurrence les troubles mnésiques. Et cette difficulté lorsqu'on vous présente des visages et qu'on vous dit que c'est votre femme, votre fils, votre fille, mais que vous ne les reconnaissez pas. Donc les étudiants étaient confrontés à 15 images de parfaits inconnus et devaient reconnaître leurs proches sur ces photos, ce qu'évidemment ils ne pouvaient pas faire. Puis on leur demandait d'apparier à l'oral donc les photos avec les fonctions familiales, père, mère, etc. Et puis, dans une troisième étape, on leur demandait d'apparier cette fois à l'écrit les fonctions, sauf que les étiquettes étaient écrites en cyrillique, langue bien sûr non maîtrisée par les étudiants. Ce qui fait que les étudiants se sont rendus compte aussi de ce que c'était qu'une alexie, ne plus reconnaître la langue écrite. On leur apprenait ensuite quelques correspondances graphème-phonème, donc en cyrillique. Une fois qu'ils les maîtrisaient, on les félicitait et on leur demandait de réassocier les étiquettes, sauf que le code avait changé puisqu'on leur présentait cette fois en elfique. Donc voilà, les étudiants ont été confrontés à cette difficulté de ne pas comprendre la langue écrite en face alors qu'ils la maîtrisaient jusque-là et ont dû faire face aux troubles mnésiques. Donc l'évaluation de l'incidence de cette intervention a montré bien sûr une motivation très importante pour l'ensemble des participants, que ce soit les étudiants, les orthophonistes ou les patients. Les étudiants ont amélioré vraiment leur compréhension des troubles phasiques. Ils ont mieux apprécié leur connaissance et la posture thérapeutique à adopter. Ils ont aussi mieux appréhendé la notion de patient expert. Par contre, on regrette qu'il n'ait pas mieux apprécié la notion de chronicité. Sur le plan pédagogique, de l'expérience et de la relation thérapeutique, on a pu noter une meilleure compréhension des problématiques des patients et tous les étudiants se sont réjouis de cette intervention, ont tous fortement apprécié bien sûr ce mode d'intervention. Et enfin, on a pu aussi noter des bénéfices pour les patients qui se sont trouvés une nouvelle place à investir, qui se sont trouvés reconnus et valorisés dans cette expérience, mais qui par contre n'ont pas relevé d'acquisition de nouvelles compétences ni de sentiment d'expertise. Donc voilà, les perspectives, je finirai là-dessus. Pour cette année, nous allons intervenir avec ces mêmes patients d'ici quelques mois auprès des externes en neurologie, qui vont donc bénéficier d'une intervention des mêmes patients experts aphasiques. Avec ce temps de présentation, nous allons leur proposer de réaliser l'atelier du téléphone arabe, toujours sous la supervision des patients bien sûr. Et puis 15 jours après, ils auront donc la nouvelle sorte d'examen, l'examen clinique objectif et structuré, l'ECOS, blanc, ce ne sera pas un réel examen, avec les patients aphasiques experts. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, c'était très clair, vous êtes dans le temps et avec une présentation que nous discuterons après la seconde. Donc, je demande à Sylvie Ferchichier-Barbet
qui est maître d'enseignement filière physiothérapie. Physiothérapie en Suisse, c'est kinésithérapie en France. Et qui est donc maître d'enseignement à la Haute École de Santé à Lausanne sur un domaine difficile, la spasticité lymphatique, et de devenir de ces patients instructeurs qui s'impliquent dans un défi avec les perspectives que vous allez nous présenter. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est eux qui sont Ah, c'est celui-ci qui est... Alors, je vous souhaite la bienvenue à la présentation de ce qu'on a tenté de faire donc à Lausanne, soit de développer un poste de patient instructeur avec des personnes qui étaient atteintes sur le plan neurologique. Donc, je vais vous partager l'expérience et puis ici, vous voyez donc en photo l'équipe, autant des patients instructeurs que, nous on les a appelés patients instructeurs que des formateurs. Et puis, je vais vous parler de comment est-ce qu'on a monté ce projet et comment on a eu la chance en fait d'avoir une équipe externe qui a évalué notre projet. J'ai quelques résultats à vous présenter sur ce qu'ont vécu les patients instructeurs. Et puis, il y a eu aussi la partie des étudiants, en fait, des motivations et des apprentissages, mais qui sont présentés dans un poster par ma collègue, donc dans la session poster. Donc d'abord, les défis du projet pour nous en tant qu'enseignants experts, c'était de pouvoir recruter des personnes qui étaient vraiment emblématiques et tout en étant capables en fait d'acquérir des savoirs parce qu'on allait leur donner un certain nombre de compétences en fait ou de compléter déjà leurs compétences. On avait comme objectif de dispenser une formation qui soit adéquate à ces personnes et de manière à ce qu'à la fin, elles puissent maîtriser certaines composantes des tests de l'évaluation en neurologie et fournir un feedback de qualité à nos étudiants. De plus, on avait comme objectif que les interactions dans les rencontres étudiants, elles soient riches au niveau pédagogique et aussi respectueuses des patients instructeurs. Et finalement, on avait un peu en tête tout de même de participer à l'amorce d'un changement par rapport au rôle sociétal que peuvent avoir ou ressentir ces patients atteints sur le plan neurologique. Parce que pour un certain nombre de personnes qu'on traitait, on voyait que malgré des compétences présentes, elles avaient de la peine en fait à être employées, disons, si on parle purement sur le plan du travail en fait et de l'employabilité. Donc, je crois que ça se passe un petit peu comme partout, c'est-à-dire que d'abord il y avait un contact téléphonique qui était fait donc par les enseignants à des patients qu'on connaissait souvent déjà, qu'on avait identifiés comme potentiellement intéressés à enrôler en fait, à prendre ce rôle. Et puis lors de cet entretien téléphonique, on leur présentait notre projet et ça se terminait par l'envoi d'une lettre d'information et du consentement du patient. Et de plus, on avait la même lettre en fait qui devait être libellée pour le patient, pour les médecins, parce que dans le canton dans lequel on travaille, en fait, on devait avoir l'autorisation de leur médecin traitant ou de leur neurologue pour qu'ils puissent prendre part en fait à notre activité. Ensuite, on se rendait au domicile donc pour s'entretenir avec ces patients et on leur faisait passer en fait un petit test pour être sûr que sur le plan cognitif tout était en ordre. Et celui qu'on a choisi, c'était le Minimal Mental State Examination. Et puis, on dispensait des informations complémentaires et on vérifiait qu'ils étaient bien motivés et qu'ils comprenaient bien vers quoi on se dirigeait ensemble. Ensuite, nous, on a été un petit peu affiliés finalement à notre service de simulation. Donc, la responsable de la simulation passait derrière et elle allait revoir avec eux des éventuelles attentes en fait disproportionnées, voir aussi leurs propres limites et puis identifier déjà s'ils allaient être capables de pouvoir dispenser un feedback de qualité. Une fois que tout ceci était fait, il y avait les formations qui étaient dispensées. Donc, on a eu des formations différenciées si on les préparait pour le bilan en neurologie ou pour le traitement. Et dans les deux cas, on a travaillé avec eux. Donc, on a complété leur savoir, donc des savoirs dits experts.
Et puis, on a travaillé sur leur possibilité de donner un feedback. Donc, dans la formation des savoirs experts, vous voyez qu'on a dû en fait discuter avec eux de ces éléments qui sont spécifiques à notre domaine, donc qui sont le tonus, la force, la sensibilité et la coordination. Et puis, c'était nous qui présentions en fait des éléments assez proches de ce qu'on pouvait enseigner à nos étudiants. Pour ce faire, on a aussi créé des fiches explicatives à leur intention. Et ici, c'est juste un extrait où on voit que finalement, chaque test était décrit, il y avait une image et puis les éventuelles consignes qu'allait fournir un étudiant ou en tout cas les bonnes recommandations en termes de consignes. Ensuite, on avait donc la deuxième partie de la formation qui s'adressait plus particulièrement au feedback qu'ils allaient fournir à nos étudiants. Et je pense que comme tout feedback, eh bien, il y avait des éléments en lien avec la bienveillance qui étaient indiqués, le fait qu'ils devaient parler en jeu, si possible, essayer de ne pas trop donner de jugement de valeur. C'était un élément assez difficile pour eux, de citer des éléments factuels et pas d'interprétation. Et à nouveau, on a libellé pour eux des feuilles d'aide au feedback que je vous ai représentées ici, où on voit que sur la partie supérieure, eh bien, il y avait un petit peu d'éléments de communication qui étaient, sur lesquels ils pouvaient faire un retour, mais il y avait surtout des éléments, je dirais, de savoir expert, c'est-à-dire que nos patients maîtrisaient suffisamment les tests de manière à pouvoir dire à l'étudiant s'il avait procédé correctement. Par exemple, pour le test qui est ici, de proximal à distal, est-ce qu'il avait bel et bien testé toutes les zones et les deux côtés, etc. Et c'était, si on additionne, là, il n'y a qu'un tiers des tests qui sont présents, eh bien, c'était quand même des compétences assez importantes qu'on souhaitait leur transmettre, en fait. Et finalement, comme pour toute situation, on prenait les rôles des étudiants, on jouait des bons et des mauvais étudiants de manière à ce qu'ils puissent s'entraîner à donner leur feedback. Donc, les résultats, ici, c'est qu'un extrait, un maigre extrait, puisqu'ils sont très larges, les résultats que les patients instructeurs ont fournis, donc, à ma collègue qui a fait des entretiens semi-dirigés, qui n'était pas donc dans la partie qui a créé et qui a procédé à la formation des patients. Ils ont dit qu'ils avaient bel et bien senti, ils avaient eu l'impression d'être utiles. Ils étaient contents d'avoir fait de nouvelles rencontres, d'avoir appris sur eux-mêmes. Et ils se sont sentis importants pour les apprentissages des étudiants qui pouvaient exercer dans des conditions très proches de la réalité. Et ça, c'était très précieux pour eux, c'était très important. Alors, nous, on s'est dit, pour cette présentation, on va un petit peu faire un œil critique sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on pourrait améliorer. Et le premier élément, c'est que finalement, cette fameuse évaluation du MMSE qui avait donc un cut-off à 27 pour dire sur le plan cognitif, les patients sont suffisamment bons pour pouvoir suivre ce qu'on avait prévu pour eux. On trouve qu'au final, il n'est pas suffisant, que parmi les patients qu'on avait, on a senti des gens qui ont pu vraiment prendre ce rôle et se développer, et que ceux qui ont le plus se développé, eh bien, ils avaient en fait un niveau socio-professionnel un petit peu, malheureusement, c'est un élément qui a été discuté ce matin, un tout petit peu plus élevé que les autres, et surtout, ce qui les différencie, c'est que les patients qui avaient déjà en fait une attitude de patient partenaire dans leur prise en charge médicale antérieure, eh bien c'est ceux-ci qui ont pu le plus entre guillemets développer leur potentiel, je dirais. Ensuite, comme on l'a remarqué et d'autres l'ont dit, cette posture de patient instructeur, elle s'est développée. On a vraiment remarqué que c'était pas nos petites formations qui avaient suffi à développer cette posture-là, et qu'elle s'est développée lors des rencontres, par exemple, avec les étudiants, mais qu'elle était aussi fonction de la relation entre le patient instructeur et l'enseignant, parce qu'on a beaucoup fonctionné par dyade, on restait souvent avec le même patient instructeur et le même enseignant, que la dynamique de classe qui s'était installée avait vraiment favorisé en fait ce développement où ils ont pu prendre leur place. Et on a dû réfléchir aussi au choix stratégique de notre propre positionnement dans la classe lors des rencontres étudiants. On a remarqué qu'en fait, chaque fois qu'on était assez proche du patient instructeur, en étant un peu soucieux pour eux, on voulait les soutenir et pas qu'ils soient mis en difficulté. En fait, on les laissait pas tellement prendre leur envol. Donc, on s'est finalement déplacé, on était de plus en plus loin. Et là, ils ont vraiment pu avoir une relation directe avec les étudiants et nous, on était juste là au cas où en soutien ou pour compléter des éventuels feedbacks.
C'est un joli projet, mais on est quand même aussi assez conscient qu'il reste cette tension entre cette valorisation sociale qu'on voulait à travers les compétences qu'ils pouvaient mettre à disposition, mais aussi on a des patients qui sont quand même atteints de manière marquante sur le plan neurologique. Donc on a aussi des patients, on a un patient qui est aphasique, donc qui donne quand même du feedback malgré tout. On a un patient qui est très ataxique, on a un patient qui est très dysarthrique, donc c'est quand même une forme de présentation du handicap qui, pour nous, est une tension à laquelle on tente de faire attention parce que on ne veut pas justement cette présentation du corps-objet. Voilà, c'est vraiment ce dont on essaye de s'éloigner. Donc, en conclusion, ce qu'on peut juste vous dire, c'est que il est possible de recruter de vrais patients atteints sur le plan neurologique pour devenir patients instructeurs et patients instructrices, que les patients instructeurs doivent avoir la capacité d'augmenter un peu leur expertise au sujet de leur maladie ou de leurs symptômes et qui peuvent dispenser un feedback formatif. Et quant à l'objectif de transformer un tout petit peu ce rôle sociétal et de leur donner ce rôle de formateur, eh bien, c'est une transformation, je dirais, qui est en route. Mais évidemment, on est aussi assez modeste pour se rendre compte que ce n'est pas les 6 à 8 rencontres étudiants qui vont avoir sur une année qui va avoir un impact quand même général sur leur propre perception de rôle sociétal, mais en tout cas, ça avait l'objectif d'en être une amorce. Voilà. Merci pour cette présentation. Donc, dans les deux cas, on touche des domaines extrêmement sensibles où l'expression verbale est atteinte et bien évidemment l'altération de l'expression verbale du patient, notamment dans la première situation, et une difficulté supplémentaire à la relation qui va être créée et à l'interaction qui demande certainement un très gros travail et une approche suffisamment longue et du temps. Alors, je vais lancer la discussion et puis je l'ouvre après. Alice Potier, d'abord. Justement, vous avez parlé de l'expression verbale. Dans une relation de confiance entre patient et soignant, les mots jouent beaucoup, mais l'attitude joue beaucoup. Ce que j'appelle une relation non verbale, c'est-à-dire la manière de regarder, d'avoir des silences, la manière de toucher parfois, ou ce que j'appellerais globalement une atmosphère. L'atmosphère est un élément majeur de la confiance dans les soins. Et c'est délicat l'atmosphère, parce que c'est un ensemble de choses qui donnent confiance, ne donnent pas confiance, et c'est très délicat, si je puis dire. On peut rompre une atmosphère, la détruire par un geste trop rapide, par un regard qui n'y est plus, par tout ce que vous savez. Alors ma question, c'est dans le domaine de l'aphasie. Bien sûr, vous êtes orthophoniste, mais comment abordez-vous aussi avec vos patients ce domaine des signaux non verbaux? Et est-ce que ça vous préoccupe en orthophonie? Bien sûr, bien sûr, c'est même un de nos points. On sait que la communication, elle est représentée finalement seulement par 7% par la parole, hein. Tout le reste, c'est du non-verbal, c'est du mimique, c'est des gestes, c'est cette atmosphère dont vous parlez. Donc bien sûr que c'est au centre de nos préoccupations, qu'on cherche encore plus à développer le non-verbal chez des patients aphasiques qui justement vont avoir cette limitation sur le plan verbal. Et c'est ce que voulait aussi
transmettre les patients. C'est pour ça que dans l'atelier que vous avez vu, par exemple, il y avait plusieurs contraintes où les étudiants ne pouvaient pas s'exprimer verbalement, mais devaient utiliser le non-verbal, devaient le développer de façon instinctive, et c'est ce qu'ils ont fait la plupart, hein, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser les mots préconisés, parce qu'ils devaient avoir une persévération. Donc c'était vraiment au centre aussi des préoccupations, tant pour nous orthophonistes que pour les patients. Merci. Donc, merci à ces deux présentations. Moi, personnellement... Il y a une autre question, excusez-moi, je vois sur le chat. Avez-vous remplacé un cours déjà existant présentant l'aphasie par cet atelier ou l'avez-vous ajouté en plus et les patients sont-ils rémunérés? Alors, la question de la rémunération est aussi au centre de mes préoccupations. Malheureusement, à Nancy, pour l'instant, il n'en est absolument pas question. Je n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit pour mes patients et je le regrette évidemment vivement. Je souhaite qu'ils puissent être valorisés dans leurs interventions et je trouve que ça serait vraiment très juste. Et par rapport au remplacement d'un cours, effectivement, le nombre d'heures n'étant pas extensible, il a fallu, j'intervenais beaucoup déjà dans le lieu sur la physiologie, donc j'ai modifié un de mes cours pour pouvoir permettre aux patients experts d'intervenir. Voilà. Excusez-moi, je vous ai coupé du coup, mais j'ai répondu. Non, non, je vous en prie, je n'avais pas vu, je suis loin de l'ordinateur. Non, mais je trouve que ces deux présentations, en fait, on est vraiment dans une partie de l'histoire des patients dans l'enseignement, puisque, alors, c'est vrai que faire ressentir au point où vous l'avez poussé ce que le patient vit, on le voit beaucoup dans l'éducation thérapeutique, où Jean-Philippe Assal, le premier, avait fait porter du poids aux soignants pour qu'ils réalisent ce que c'est que de vivre en surpoids. Voilà, donc là, c'est ce pari que si les personnes éprouvent ce que la personne ressent, ça va la transformer et au niveau du soin. Donc peut-être ces orthophonistes seront moins, je ne sais pas, impatients et plus empathiques. Voilà, donc ce qui serait intéressant de voir maintenant, c'est documenter ce transfert-là. J'ai ressenti aussi que ça demandait beaucoup de compétences émotionnelles aux patients. Nous, c'est la seule compétence qu'on ait identifiée nécessaire pour être dans l'enseignement, que les patients soient dans l'enseignement, c'est des compétences émotionnelles. On l'a identifié dans le cadre de PEP 13. C'est les patients eux-mêmes, enseignants, qui nous l'ont dit, parce qu'ils entendent des choses qui ont parfois envie de les faire bondir. Il y a des termes utilisés par les étudiants qui les heurtent et ils ne peuvent pas signaler trop ça, ou en tout cas ils doivent être habiles dans la manière de le signaler. Et là, j'avoue que moi, j'avais besoin de compétences émotionnelles pour voir ça, parce que quand on rit, ne serait-ce que rire avec les chamallows dans la bouche, ou le reste, je me dis que de la part des patients, il faut pouvoir accepter que ça puisse passer par le rire, ces apprentissages, et que ça demande forcément, du coup, beaucoup de compétences émotionnelles. Mais je vous dis, ça ne me surprend pas. Dans d'autres contextes, on voit aussi que c'est vraiment une compétence vraiment importante. Et quant à la deuxième présentation, là aussi, c'est les premiers programmes mondiaux de patients enseignants étaient des patients instructeurs. Hein. C'était dans les maladies musculo-squelettiques, et c'était des patients qui étaient formés pour faire des rétroactions et du feedback sur la manière dont ils étaient manipulés. Donc ça s'inscrit dans cette histoire-là, ce qui a été présenté, et ce programme dont je parle, qui était d'ailleurs fait par, je crois, un médecin qui s'appelait Ziegler en France, parce que c'était vraiment un programme mondial. Hein. Il a eu lieu partout. Les associations étaient et c'était un peu vraiment le même processus, un patient formé à donner du feedback. Mais là, c'était pour la manipulation des membres. Donc j'inscris là, voilà, ces deux communications dans cette histoire-là. Est-ce qu'il y a de la salle? Vous avez des questions?
Non, moi, je vais rajouter quelque chose. Oui, Marie-Pierre. Je dirais il y a aussi dans l'apprentissage des patients experts la relation entre le patient et son soignant, l'historique l'historique de son histoire. Moi, je vois, à titre personnel, j'ai été suivie par le professeur Lafont à la Péronie et elle est enseignante et la façon dont elle a de me manipuler ou de m'expliquer les choses fait que j'avais intégré beaucoup de savoirs qui m'ont servi ensuite lorsqu'elle a fait appel à moi en tant que patient expert pour ses interventions dans la faculté de médecine ou auprès de ses internes ou ses externes lorsque j'étais en consultation avec elle. Donc, la relation patient-soignant est aussi un moyen d'instruire le patient expert. Ah, c'est sûr, Oui, ça vient d'être dit d'ailleurs dans la présentation qui a été faite, puisqu'il a été bien souligné effectivement que la capacité d'acquérir pour le patient dépendait beaucoup de la qualité de la relation avec l'enseignant. C'est quelque chose de fondamental pour non, mais je ne parlais pas de l'enseignement, de l'enseignant quand il était en phase d'apprentissage. Je parlais de son vécu de patient lorsqu'il était soigné. D'accord. Oui. Alors, on avait aussi, là, vous avez vu que les ateliers, mais il y avait aussi un long temps d'échange, justement, à propos de ce vécu entre les étudiants et les patients. On avait vraiment, voilà, il y avait 1 heure de temps d'échange sur ça. On commençait par ça, qui est effectivement un préalable, je pense, à toute prise en soin, quelle qu'elle soit. Alors, je vois qu'il y a une autre question aussi pour moi. Avez-vous formé vos patients avant Attendez, parce qu'il y a deux questions ici dans la salle, puis on reviendra au chat. Non, le témoignage était dans une maladie de Parkinson, l'entraînement au chant avec des chamallows dans une première phase. C'est ce que vous disiez. Bon, enfin, une préparation avant de chanter. Donc, on rejoint des exercices. D'ailleurs, dans la situation du Parkinson, on rejoint des aspects de la spasticité par moment, hein. Bien sûr, paroxystique, épisodique et intermittente, mais sans cesse renouvelée. Une deuxième question, une troisième question ensuite. Venez, vous pouvez vous déplacer. Merci. Ça ne sert à rien, merci. J'avais une question particulièrement pour la deuxième équipe. Donc, j'ai bien perçu dans la première présentation les apports spécifiques des patients, parce que si j'ai bien compris, c'est eux qui proposaient les sujets, ce qu'ils avaient envie de faire travailler aux étudiants. Dans la deuxième présentation, je l'ai moins bien compris, donc si vous pouvez peut-être un peu le développer. Et la question que ça m'a fait me poser, c'est les apports de ce projet pour les patients enseignants co-formateurs. Est-ce que ça a pu, donc j'ai entendu que vous aviez dit qu'il y avait, que ça vous avait permis de vous rendre compte des freins au développement du projet par une attitude partenariale, donc en ayant besoin de s'éloigner un peu dans la salle de façon géographique. Est-ce que ça a aussi apporté des questions sur l'éthique, sur l'instrumentalisation, des choses comme ça? Voilà, c'est ma question. Les questions éthiques, c'est un peu que chez nous, finalement, le projet s'est développé à l'envers. C'était pas qu'on avait des patients partenaires qui étaient ou des groupes identifiés et qui sont, et il y a eu un rapport, une mise en contact. C'est que c'est plutôt nous qui avions souhaité faire participer des gens identifiés comme patients partenaires à l'enseignement. Donc, du coup, les questions éthiques, c'est comme si on les a réglées, pour pouvoir faire passer le projet à notre direction, c'est comme si c'était nous qui avons d'abord dû en fait régler des questions éthiques.
mais je vous avoue, sans les consulter, puisque c'était avant qu'on puisse même les approcher, en fait. Par contre, par rapport au développement du partenariat, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a décidé de présenter que la partie bilan parce que on avait pensé axer notre présentation sur des besoins liés à la faculté de médecine, vu qu'on est des kinésithérapeutes. Mais dans la partie traitement, en fait, là, ce partenariat, il a beaucoup plus pu se développer parce que dans le bilan, c'est vrai que c'est assez codifié comment il faut faire un bilan. Et oui, il y a peut-être le toucher, la façon d'être. Il y a en tout cas les éléments de communication, de clarté, de comment est-ce que j'ai touché mon patient. Mais finalement, ce bénéfice qu'on pourrait avoir de la participation des patients partenaires, elle n'est pas encore optimale. Dans le traitement, la partie que j'ai pas du tout présentée aujourd'hui, là, les patients ont vraiment pu nous apporter. Ils disaient ah mais c'est important que les étudiants sachent un petit peu plus ce que c'est que la fatigabilité motrice. Et puis moi je vais leur en dire plus, etc. Et là du coup il y a eu un début en fait de co-construction. Mais vraiment en toute honnêteté, nous c'était pas un projet qui a été construit dès le début en partenariat, vraiment. Je vous dis. Mais on n'est pas ici pour rien non plus, quoi. Hein. Ouais. Ils n'entendent pas. On a la chance, nous, de pouvoir refaire notre programme en fait l'année prochaine, parce que tous les 10 ans, on a un texte, on va le refaire. Dans le cadre de cette construction-là, de ce qu'on a vu aujourd'hui et ce matin notamment, on a été très impressionnés justement de faire participer ces patients dans la définition même du programme. Et en neurologie, en tout cas, nous, on va essayer de les intégrer dans la définition de ce qu'on va apporter aujourd'hui. Excusez-moi de ma position dominante. Vous avez comparé les patients puisque vous avez dit certains patients ont mieux réussi que d'autres parce qu'ils étaient voilà, mais vous n'avez pas présenté comment vous vous y êtes pris pour les comparer parce que vous n'avez pas présenté la méthode de recherche en comparaison et ça. Là, c'est uniquement basé sur le ressenti, c'est-à-dire que chez des patients qui ont des atteintes neurologiques, il peut y avoir une altération un petit peu cognitive, donc dans la manière de prendre des informations et de les retranscrire. On a remarqué que ceux qui avaient déjà l'habitude un petit peu, par exemple dans la population qu'on a, on n'en a pas beaucoup, on en a 4. Alors du coup, on peut que faire des éléments qui sont plutôt qualitatifs, on va dire, subjectifs. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui avaient le plus de capacité à retransmettre des informations, à les redonner de manière assez complète et assez pertinente, c'est des patients qui soit avaient déjà travaillé comme enseignants, par exemple, soit avaient fait des études un peu plus universitaires et étaient capables un petit peu de mieux verbaliser les éléments qu'on leur demandait pour le feedback. On dit c'est pour eux que c'était le plus facile. Après, est-ce que c'est ce qui a le mieux fonctionné avec les étudiants? On n'est pas capable de vous le dire parce que potentiellement, ça serait différent, je pense. C'est un élément pour nous dans la faculté à donner ce feedback. Voilà. Et tout. Donc, on n'a pas fait de… Ah, voilà, oui. C'est ça. Alors, la question, c'est ce qui est apporté aux patients. C'est ça que tu voudrais approfondir. Oui, mais c'est vrai que j'avais juste une dia sur ce que ça a apporté aux patients et que j'ai mis que les points qui sont revenus quasiment. Enfin, c'est Félicia qui a évalué, enfin qui a eu ses entretiens avec eux. Donc, dis-moi si je me trompe, mais ce qu'on a fait ressortir dans cette dia-là, parce qu'il y a des résultats beaucoup plus larges, mais c'était ce sentiment d'être utile, d'être important et d'avoir pu apporter et contribuer en fait aux étudiants. Je ne sais pas si leur rôle social a vraiment été, si tu as eu une question qui questionnait en fait cette impression-là. Sentiment d'utilité. Ouais. Donc,
il y a aussi le fait que lorsqu'il nous arrive, lorsqu'on est un patient en neurologie, généralement, c'est suite à un accident de la vie ou une maladie, et qu'il y a un avant et un après. Il y a souvent un avant avec comment dire, un statut social travailleur, ou vous faites quoi dans la vie, je fais ceci, je fais cela. Et lorsqu'on devient patient expert, on peut revendiquer ce statut-là. Marie-Pierre, en fait, on ne te voit pas, on ne sait pas quand tu prends la parole, c'est un peu surprenant. Donc, si tu peux ou lever la main ou envoyer un petit message en chat, comme ça on peut mieux gérer la répartition de la parole entre la salle et les personnes qui sont à la maison. D'accord. Tu peux le faire? Oui. Ouais. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que, par exemple, chez nous, ils sont rétribués. Donc, dans ce sens-là, c'est une mini-forme de reconnaissance quand même. Ouais. On va s'arrêter là. Il y a une question sur le chat. Le fait de mettre les étudiants dans la situation habituelle du patient et des difficultés que cela représente pour eux est une très bonne chose. Je dis souvent que lorsqu'un soignant est malade, il devrait être remboursé 2 fois, une fois par la sécurité sociale et une seconde fois au titre de la formation. Très bien. Je crois que ça, c'est effectivement ce que tous mes patients souhaitaient également, que l'on partage bien votre avis. Ensuite, il est nécessaire que le patient formateur ait pris du recul sur sa pathologie pour aborder le regard des autres, même s'il y a de la bienveillance. Il n'est pas facile de montrer ses faiblesses et de ne pas être envahi par ses émotions. Voilà. C'est des commentaires qu'on recevra. Et donc, Olivia, il faut enchaîner. On arrête. Gardez l'idée. Donc, on accueille monsieur ou madame Gisner-Petit avec qui on va explorer les bonnes pratiques de l'enseignement du partenariat. Et on a hâte de vous écouter. Oui, très bien. Voilà, donc je m'appelle Joanne Wisner-Conti, je viens de Genève, au Centre interprofessionnel de simulation, qui est un centre conjoint qui regroupe plusieurs institutions de formation et de santé. Et puis je suis accompagnée de Cabessa, qui est elle à Genève encore. Et bonjour à tous, je m'appelle Cabeza Kaloumia, je suis patiente partenaire aux hôpitaux universitaires de Genève depuis 3 ans et demi. Et dans la vie, je suis assistante administrative dans une organisation internationale ici à Genève. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on voulait vous parler d'une étude qu'on a menée avec Cabessa et puis avec d'autres collègues, un autre patient partenaire, un enseignant-chercheur, un assistant, et qui visait à explorer finalement quels étaient les ingrédients du partenariat entre enseignants-patients pour l'enseignement du partenariat. Et pour ça, on a été interviewé 5 binômes séparément de patients et d'enseignants qui avaient en fait co-construit et animé des ateliers de 90 minutes destinés
à des étudiants de première et deuxième année bachelor de 7 filières de santé. Et ces ateliers portaient vraiment sur le partenariat. Donc, l'équipe de recherche a constitué un guide d'entretien. Un guide d'entretien qui était découpé en 3 parties. Avant, ce qui s'est passé en fait dans la co-construction, dans le binôme, avant de donner l'atelier, comment ils ont préparé leur atelier, comment s'est déroulée la collaboration durant l'activité pédagogique et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait, les partenaires, à la suite de ces ateliers. Donc, le guide avait 12 questions principales et puis aussi des questions de relance. Donc voilà, avant, comment ça s'est passé la préparation de l'activité? Qu'est-ce qui vous a permis de vous sentir en confiance pour enseigner le partenariat? Qu'est-ce que vous diriez de la collaboration dans votre binôme pendant l'activité? Et puis, est-ce que vous avez pris le temps de discuter avec votre binôme une fois l'activité terminée? Donc, on a conduit 8 entretiens d'1 heure environ avec chacun de nos participants. Donc, il y avait 3 patients et 5 enseignants. Et puis, les entretiens, on les a menés aussi avec chaque fois en binôme chercheur-patient. Ils ont été réalisés par Zoom, les entretiens, et enregistrés. Ensuite, Cabessa et moi, on a revisionné les entretiens. Et puis, on a effectué un codage, en fait, de ces entretiens. C'est-à-dire qu'on avait nos 12 questions principales de recherche et on a essayé de remettre ce que disaient les participants dans chacune de ces cases. Et puis, quand les contenus n'étaient pas classables, on a créé des nouvelles catégories qui, finalement, devaient nous renseigner sur ces différents ingrédients du partenariat. Ensuite, on s'est retrouvé toute l'équipe de recherche et puis on a sélectionné des catégories significatives, finalement, parmi l'ensemble de ces résultats, parce qu'il y avait beaucoup de propos qui avaient été relevés. Et voilà, je crois que c'est Cabessa qui va prendre la parole maintenant pour vous présenter les résultats de notre analyse. Et merci, Joanne. Comme vous voyez, notre échantillon était constitué de 6 femmes et 2 hommes. Les enseignants avaient en moyenne 19 années d'enseignement et aucune expérience du partenariat dans les soins, contrairement aux patients. Nous avions donc des patients plus expérimentés que les enseignants. Alors ici, quand on les a demandé, on les a interrogés sur leur niveau de confiance avant de réaliser l'activité et ce qui avait contribué à les mettre en confiance ou non pour donner l'atelier. Vous voyez ici que leur niveau de confiance était 6,9 sur 10. Et ces facteurs qui ont augmenté cette confiance, c'était les rencontres avec le binôme, mais aussi la motivation générale qu'il y avait chez les enseignants et aussi les patients. Et pour les facteurs qui ont diminué, pour certains, c'était la première fois. C'était quelque chose d'inconnu pour eux. Et c'était intéressant aussi de voir ce manque de formation sur le partenariat des deux côtés, en fait. En ce qui concerne la préparation de l'atelier en binôme, la plupart des participants ont évoqué 3 phases. Celle de la rencontre, puis une répartition des rôles, puis la préparation du contenu à proprement parler. La phase de la rencontre sont particulièrement importantes pour les binômes interrogés parce que ça les a donné l'opportunité d'échanger entre eux et les patients, ils ont pu raconter leur expérience. En ce qui concerne le déroulement de l'atelier, les participants ont utilisé en grande majorité les termes que vous voyez ici pour décrire la collaboration au sein de leur binôme pendant qu'ils donnaient l'atelier. Alors, comme vous voyez, fluidité, pas de prise de pouvoir, pied d'égalité, pas de différence hiérarchique et surtout la complémentarité. Ce qui est ressorti de notre analyse, c'est l'importance de la complémentarité des expertises pour une collaboration perçue comme efficace. L'enseignant est expert dans l'animation de groupe
de diriger vers l'atteinte de ces objectifs. Et le patient est expert du contenu, surtout le partenariat. Et ça, on a trouvé intéressant quand même de voir que l'enseignant qui disait que le patient a plus d'expérience que moi, mais aussi le patient qui reconnaît cette importance de l'enseignant, qui amène le contenu et aussi qui gère en fait la gestion du groupe en fait. Voilà, et au final, en marge de ce qu'on a analysé dans ces différentes catégories, il est ressorti donc les éléments plus inclassables qui concernent l'exemplarité finalement du partenariat dans le binôme comme source d'enseignement finalement ou d'apprentissage. Ça a été relevé dans des verbatims comme on fait une bonne équipe, on était sur un pied d'égalité, donc ça veut dire que dans chacune des parties du binôme, c'est ressorti. Il y avait une cohérence dans les propos du binôme, les deux étaient d'accord sur le fait qu'ils avaient été sur un pied d'égalité. Donc on peut dire qu'ils avaient eu un rôle modèle. Ensuite, alors ce qui est ressorti, c'est vraiment qu'il est nécessaire de réaliser un débriefing de l'activité pédagogique dans les ingrédients du fonctionnement en fait, de ces ateliers, de l'efficacité de l'enseignement. C'est-à-dire que les personnes qui n'avaient pas pu avoir un moment de discussion à la suite de ces activités d'enseignement étaient clairement, avaient un niveau de confiance qui était plus bas qu'avant l'activité. Donc, ça diminuait leur niveau de confiance à refaire l'activité parce qu'ils n'avaient pas reçu de retour, en fait, sur ce qui s'était passé dans l'atelier de la part de leur binôme. Et puis, plusieurs participants ont aussi évoqué le besoin d'avoir un support pour donner leur atelier. Donc, finalement, ça rejoint un petit peu le besoin de connaissance sur le partenariat, mais qui est vraiment quelque chose qui soit construit pour les uns et les autres. Qu'on arrive à donner un contenu qui soit structuré et que ce ne soit pas simplement une discussion et un témoignage. Et finalement, ce qui est revenu dans ces entretiens et qui était pas non plus qu'on n'a pas interrogé à proprement parler, c'est que les patients comme les enseignants étaient extrêmement contents d'avoir pu co-construire ces ateliers. C'est-à-dire que c'était vraiment des sources d'enrichissement mutuel, de ne pas être dans une posture pour l'un d'être enseignant et puis d'attendre un témoignage et puis pour l'autre juste de fournir le témoignage. Donc, voilà, ça validait en fait notre démarche. Et puis finalement, nous, on voulait savoir on s'est un peu interrogé sur quelle plus-value du patient-chercheur, en tout cas dans cette recherche exploratoire qualitative-là. Je vais donner ce que ça a apporté à la recherche selon moi, et puis Cabessa vous dira ce que ça a apporté pour elle d'être patiente-chercheuse. Alors, d'abord, les questions de recherche, vu qu'on les a co-créées ensemble, elles étaient vraiment souvent plus ajustées finalement aux thématiques ou à la réalité à explorer. Ça a élargi aussi notre champ de recherche parce qu'il y avait effectivement des choses auxquelles, avec notre point de vue, on n'avait absolument pas pensé. Pendant les interviews, c'était extrêmement précieux pour moi. J'ai remarqué la différence entre mener un interview avec un patient-chercheur ou sans patient-chercheur. C'est qu'il y a une immense connivence entre le patient-chercheur et le patient interviewé. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une grande confiance et une compréhension mutuelle, ce qui fait que les contenus qui nous sont apportés sont, je n'ai pas de terme qui va, mais plus fournis et peut-être plus authentiques. Voilà, dans la mesure où peut-être que ça diminue aussi le biais de désirabilité parce que le patient est soutenu par le patient-chercheur. La difficulté que j'ai rencontrée, moi, dans ce parcours de recherche, je dirais que c'est celle qu'on rencontre partout, que ce soit dans les soins, dans l'enseignement et dans la recherche, je le vois maintenant. Pouvez-vous couper les micros à la maison si jamais il y en a... Voilà, il y a peut-être un téléphone qui a sonné.
Donc, de veiller toujours à la légitimité, à légitimer la place du patient et à penser à lui à chaque étape. Parce qu'on n'avait pas pensé, par exemple, à mener les interviews ensemble. On s'est dit, on va co-construire le guide. Et puis, tout d'un coup, on s'est dit, ben, évidemment qu'il faut mener les interviews ensemble. C'était logique, mais on aurait pu... Enfin, c'est-à-dire qu'il faut se laisser... À chaque fois, il faut se rappeler qu'on peut impliquer le patient à toutes les étapes. Voilà. Parce que ce n'est pas un automatisme. Oui, alors pour moi, en fait, c'est vrai que c'était une très belle expérience. C'est vrai qu'au début, je me demandais ce que c'était ma place exactement. Et un changement de posture de malade à collaborateur. Moi, j'ai plutôt l'habitude de faire du partenariat dans les soins et non la recherche. Et il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pensé aux options qui ont été proposées. Mais avec le temps, bah, je devenais de plus en plus enthousiaste quand on me les suggérait. Et c'était une nouvelle découverte, en fait. Vraiment, c'est une nouvelle découverte sur le partenariat et surtout, ben, il y a une augmentation de la confiance en soi. Et comme on le voit aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir faire quelque chose comme ça. Oui, c'est terminé. Non, c'est pour la suivante. Oui. Merci. Oui. Non, ça c'est bon. Pense bête. Ok, donc ça j'en ai plus de. Moi, j'espère que j'ai été claire la première fois parce que j'enchaîne la deuxième. C'est toujours, c'est moi, mais cette fois plus avec Cabessa et Produit. Voilà, tout à fait. Alors du coup, moi, j'ai pas besoin de me représenter, mais toi, oui. Oui, alors donc moi, Dominique Ferrara, je suis ingénieure clinicienne et aussi patiente partenaire. Voilà, donc en fait, ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est une autre activité que nous avons développée au CIS, qui est une activité pédagogique aussi, puisqu'on est dans un centre de formation. Et c'est une activité qui fait partie en fait d'un programme de formation plus large, qui est la formation à la collaboration interprofessionnelle, donc finalement à la façon dont chaque professionnel collabore entre eux et collabore avec le patient. Et ce programme se destine à des étudiants, les mêmes 7 filières dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà, le reste, je crois que je vous le dis. Et j'ai rencontré Pauline lors d'une formation conjointe, puisque le centre est aussi partenaire des hôpitaux universitaires de Genève. Et lors d'une formation avec les HUG, j'ai rencontré Pauline qui vous présentera la suite. Alors, effectivement, au hôpitaux universitaire genevois, on a ils ont décidé de développer une culture institutionnelle du partenariat avec un projet institutionnel instauré en 2015 et confirmé là en 2021, un plan stratégique pour pérenniser vraiment le programme patient partenaire et que ce soit du soin jusqu'à la recherche en passant par la formation ou éventuellement même des niveaux institutionnels. C'est vraiment une centralisation des patients partenaires. On a plus de 550 patients dans la base de données. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les nombreux projets qui sont recensés sur le site web hug.ch, patients partenaires.
Donc effectivement, entre autres, dans ce programme, les HUG proposent une formation à une très grande partie des employés du HUG sur le partenariat, la thématique du partenariat, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et j'avais proposé une thématique sur le feedback du patient, comment l'accueillir et comment aussi apprendre aux patients à faire un feedback, en règle générale. Et du coup, on a conjugué cette idée avec les objectifs d'enseignement du CIS. Et on s'est dit, pourquoi pas se mettre ensemble pour co-construire une simulation dans ce domaine-là. Voilà, donc la simulation, c'est peut-être encore mystérieux pour certains. C'est un outil pédagogique, en fait, qui permet à plusieurs apprenants de s'exercer dans une situation clinique qui est scénarisée. En général, on prévoit à peu près le décours de ce qui va se passer. Et puis, ça peut se dérouler soit avec un patient simulé, c'est-à-dire une personne bien portante qui va jouer l'histoire clinique et la symptomatologie d'un vrai patient, en tout cas, ouais, la reproduire, ou ça peut se réaliser avec un mannequin haute fidélité, qu'on programme avec un ordinateur. Et puis la situation, en fait, l'avantage de la simulation comme outil pédagogique, c'est que ça permet en fait l'entraînement standardisé à certaines habiletés relationnelles ou des compétences techniques. Donc, Joanne, responsable pédagogique, a constitué un groupe de travail interprofessionnel qui réunissait, elle en tant que responsable pédagogique, moi en tant que patiente, et aussi une infirmière et une médecin. Et nos objectifs pédagogiques, on a défini nos objectifs comme vraiment essayer d'expérimenter la participation du patient au colloque interprofessionnel, d'exercer les transmissions structurées en présence du patient, car on sait que c'est quelque chose qui peut diminuer de 30% les effets indésirables, les événements indésirables, et donc que cela améliore la sécurité du patient. Et entraîner le feedback du patient, donc à la fois, là en l'occurrence, c'est surtout recevoir, demander et recevoir le feedback du patient. Et comme c'est la première fois qu'on faisait de cette manière-là, on s'est vraiment demandé, ce que je vais vous présenter, c'est qu'est-ce que ça, en quoi la présence d'une patiente dans tout le processus a changé les choses. Donc pour toi, Joanne? Alors, donc nous, c'est mon travail d'écrire des scénarios. C'est quelque chose que je pratiquais depuis un certain nombre d'années. Et là, ça a vraiment changé. Enfin, la complexité de rédiger un scénario qui correspond pour différentes professions, elle est déjà là. Évidemment, quand on ajoute un élément à cette complexité qui est le patient, forcément que c'est encore plus complexe. Donc ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas que complexe. C'est-à-dire que la présence du patient, ça nous a beaucoup aidé à des moments où les professions étaient en train de se chamailler sur leur propre priorité de soins, leur propre vision des soins. Et puis tout d'un coup, en fait, s'il y a le patient avec nous, elle peut dire oui, mais pour le patient, c'est ça qui va. Voilà, pour moi, c'est ça qui va. Donc en fait, ça vraiment, j'ai l'impression, j'ai malheureusement pas pensé à quantifier et je ne pourrais pas vous dire parce que c'est sur une expérience qu'on a été beaucoup plus rapide pour la rédaction de ce scénario, clairement. Et puis, en fait, justement, comme c'est vraiment une expérience de co-construction, en fait, c'est pas seulement une expression co-construction patiente et soignant, c'est une patiente, une responsable pédagogique, une infirmière et une médecin qui ont tout participé. Donc, laissez la parole à notre... Si ça marche. Si ça marche, on laisse la parole à Emilia, qui est médecin. Ah bah non, c'est Jessica d'abord, donc c'est elle est infirmière. C'est Joanne, la responsable pédagogique. Ah oui. Revenir. Pédagogique avec une.
Jessica, en quoi le fait d'avoir élaboré cette activité pédagogique avec une patiente a changé ta manière de faire? Déjà, c'est tristement récent comme manière de faire. Et puis ensuite, dans l'exécution, tout a été beaucoup plus naturel. L'expertise apportée par la patiente partenaire a été hyper précieuse. Et puis, moi, je me suis longuement posé la question, comment est-ce qu'on peut enseigner à des étudiants que le patient a son expertise, qu'il faut travailler avec lui et pour lui, sans que nous, en tant que formateurs et formatrices, on puisse le mettre en application dans la conception des outils pédagogiques. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement d'avoir élaboré cette activité pédagogique avec une patiente partenaire? Moi, je me suis sentie beaucoup plus en cohérence avec le message que nous voulions transmettre en formation aux futurs professionnels de santé déjà. Je suis assez d'accord avec ma collègue que rester humble face au vécu, aux apprentissages effectués par la patiente partenaire et tout ce qu'elle a à transmettre. Alors, nous, notre expertise, elle est plus dans les soins, dans le traitement, etc. Mais toute cette expertise que la patiente partenaire ou les patients partenaires développent, elle est vraiment riche et vraiment extrêmement importante pour nos enseignants. Qu'est-ce qui t'a vraiment permis de collaborer avec la patiente dans cette activité pédagogique, dans la construction de cette activité pédagogique? Le rôle était vraiment bien défini. Et puis, en fait, tout s'est fait vraiment très naturellement. Chacun apportait sa boîte à outils et ce dont il disposait comme connaissances, comme compétences. Et puis, finalement, c'est un peu nous, moi, en tout cas, en tant qu'enseignante, qui me suis un peu greffée, mais c'était tout à fait naturel, cette implication de la part de la patiente partenaire qui était là, elle, depuis le début, et le projet est né comme ça. Non, c'est de nouveau Jessica. En attendant, je peux continuer. Et donc, vous donner aussi quels ont été les enjeux pour moi en tant que patiente dans ce travail-là. La première problématique pour moi, ça a été de trouver ma place, puisqu'on est sur quelque chose d'assez pointu au niveau de la formation. Et moi, je suis arrivée donc, en tant que patiente. Il a fallu que que je comprenne les objectifs et les enjeux, qu'est-ce qu'on voulait exactement faire. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il y a eu cette première étape de rencontre. Et puis, ensuite, une fois que j'ai compris, j'ai pu être présente et active vraiment dans le groupe. J'ai été très bien accueillie. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est de réfléchir à ma position de patiente, où là, je n'étais pas une patiente en demande de soins. Et c'est comme ça aussi que quand mes collègues ont compris que j'étais une patiente en position de donner quelque chose plutôt qu'en position de demander quelque chose, c'est devenu hyper fluide et hyper efficace. Et finalement, on a construit une vignette
qui est proche de mon cas, sans être vraiment identique. Le but n'était pas que ce soit mon personnage. Le but était vraiment d'utiliser plutôt mon expérience et mon expérience émotionnelle pour construire ce personnage. Ça va marcher? Allez. Donc, je laisse la parole à Emilia Fondos. Emilia, en quoi la collaboration avec une patiente partenaire de l'enseignement a-t-elle modifié ta façon de faire habituelle? On a pu, grâce à l'expertise du vivre avec la maladie de notre patiente partenaire, ajuster le scénario à chaque étape, co-construire l'activité de manière authentique, la faire évoluer au plus près de la réalité que nous voulions enseigner aux étudiants et du vécu que nous voulions transmettre. Qu'est-ce que le partenariat dans le développement d'une activité pédagogique t'a-t-il apporté personnellement et au scénario? Entre ce que nous pensons faire, ce que nous espérons faire et ce qu'on fait réellement, il y a toujours une très grande différence. Et là, le fait de construire le scénario avec notre patiente partenaire n'a fait que confirmer l'importance à mes yeux de rester humble et de savoir recueillir le feedback des patients et ajuster au fur et à mesure ce qu'on fait avec ce qui nous ramène en fait. Et finalement, qui mieux qu'un patient partenaire peut nous aider à transmettre ça à nos étudiants. Et finalement, qu'est-ce qui a favorisé la collaboration avec la patiente? La responsable pédagogique a clairement défini le rôle de notre patiente partenaire et ça, c'était très important. Et elle a clarifié le fait aussi qu'elle serait là en présence continue et elle l'a été et ça, c'était aussi important. Et après, c'est aussi le climat de confiance, d'écoute, de respect mutuel qu'on a entretenu au sein du groupe de travail. Et puis, à titre personnel aussi, la rassurance que la patiente partenaire avait un certain parcours par rapport à sa maladie et également la distance nécessaire par rapport à son vécu pour pouvoir en parler et puis le transposer. Donc voilà, au final, le bilan, il est positif. Ta façon de faire habituelle. Et on a pu, grâce à l'expertise du vivre avec la maladie de notre patiente partenaire, bref, le bilan est positif, mais pour l'instant, on n'a fait que la co-construction de cette activité, donc il reste encore à l'évaluer. Et puis, ce qu'on a remarqué dans les choses vraiment importantes à respecter, c'est effectivement la présence de tous les intervenants à toutes les étapes, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que ce soit moi en tant que patiente ou une autre des participantes, finalement, quand quelqu'un n'est pas là, on a tendance à oublier son point de vue. Parce que là, on travaille vraiment dans la professionnalité et voilà, si moi, j'étais pas là à une séance, tout d'un coup, on voulait un petit peu patient. Mais de la même manière que, à la base, on voulait introduire aussi d'autres corps de métier. Et finalement, on n'a pas un résultat qui est satisfaisant pour d'autres corps de métier comme puisque ils n'étaient pas avec nous. Donc, et c'est en ce sens aussi que moi, j'ai beaucoup apprécié le fait d'être vraiment considérée comme une collègue. Et puis maintenant, pour en revenir sur la simulation, puisque là, c'était le jeu de cette présentation-là, finalement, on verra un peu ce que ça donne, parce que c'est la première fois qu'on intègre la rédaction. On peut dire en tout cas qu'effectivement, il y a un impact à jouer sa propre situation. Donc, c'est probable, c'est certain qu'on va prendre d'autres personnes que de lui. On ne sait pas comment elles vont elles-mêmes utiliser l'histoire écrite par Pauline pour se l'approprier et parler en fait de leur expérience et donner du feedback sur cette expérience. Donc ça c'est totalement nouveau. On arrive à le faire avec des patients simulés, mais qui n'ont pas évidemment qui n'ont pas un vécu soin et voilà. Et je vais en reparler une prochaine fois. Oui. On se met de l'autre côté. On vient là? D'accord. Moi, j'ai repéré, parce que je suis censée faire en fin de journée une espèce de synthèse de l'atelier, donc je vous soumets mon début de synthèse et si
Si vous voyez d'autres choses, il faut me le souligner. Mais j'ai repéré 2 grands thèmes en fait à cet après-midi qui se dégagent, on est un peu sorti, je trouve, du thème initial, mais c'est pas grave. Je vois quand même 2 grands thèmes. Un, la recherche d'authenticité des patients qui apportent des choses authentiques, que ce soit dans les rétroactions, c'est des vraies rétroactions, ils peuvent vraiment dire ce qui se passe, etc. C'est l'authenticité que vous cherchez, que ça personne d'autre pourrait apporter. L'authenticité dans l'écriture de scénarios, toute la richesse que vous avez pu apporter que personne n'avait, et d'autres. Et puis le fait que j'ai été marquée par le fait que chacun semblait trouver sa place très naturellement. En fait, on entend souvent par ailleurs les gens se disent mais qu'est-ce qu'il vient faire là, il va me prendre ma place, etc. Et en fait, dans les différentes expériences qui ont été rapportées là, on voyait que ce soit dans l'enseignement, tout à l'heure, on nous disait l'enseignement sur le partenariat, le professionnel faisait l'animation et le patient partenaire parlait plus à proprement parler du partenariat. Donc, ils se sont répartis les rôles, semble-t-il, de manière assez fluide. Là aussi, dans ce que vous avez rapporté, on sent bien que, en fait, chacun avait vraiment sa place dans les 4 personnes et qu'il n'y a pas eu de moment où ça tombait pas sous le sens. En fait, l'interprofessionnalité a très très bien fonctionné avec l'ajout de la personne. Donc voilà, pour le moment, ce que je ressors, c'est vraiment ça, cette question de place qui s'articule finalement de manière fluide. Et puis l'authenticité que ça permet d'obtenir. Oui, c'est ça, on est d'accord? Si je restitue quelque chose comme ça, bon, je vais compléter avec vos questions maintenant. Je continue de prendre des notes. Tant mieux si déjà je ne suis pas à côté. Donc, en distanciel, ça se passe toujours bien? Vous entendez toujours? Tout va bien? C'est pas génial, Alexandra. Moi, j'avais... Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? On a des problèmes de son. Je parle assez fort, moi, normalement. Ouais, alors, mais normalement, je parle assez fort. Vous entendez? Bon, en fait, j'avais juste une question par rapport à la dernière présentation. C'est, en fait, vous avez dit que vous vouliez faire un scénario. Et j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez fait un scénario et pas simplement utiliser la situation réelle de la patiente. Et cette question, elle va un petit peu plus loin parce qu'on a beaucoup entendu parler aujourd'hui plutôt d'intégration des patients dans le cursus par rapport à des situations qu'ils vivent ou des choses qui sont réelles. Et puis du coup, la question que je me posais, c'est comment on garde la simulation en fait, parce que nous, on a aussi aussi plus petite que l'unité que vous avez à Genève, aussi une unité de simulation. Et puis de ce qu'on entend aujourd'hui, ce serait plutôt pas de la simulation qu'il faut faire, mais carrément plutôt d'utiliser pas d'utiliser, mais de prendre les patients et de l'intégrer dans la formation avec des situations plutôt réelles, en fait, qui est au niveau pédagogique d'utiliser ces patients-là. Il y a, au niveau de la simulation, Joanne, tu me corriges si besoin, mais il y a en fait l'idée d'avoir une standardisation pour avoir le même enseignement pour tous les élèves, parce qu'il y en a vraiment qui sont très nombreux. Et le but, en fait, est d'avoir le même résultat à la fin, après 50 groupes qui vont passer les uns à la suite des autres. Et j'en viens directement au fait qu'il faut avoir une simulation et un patient et des patients qui vont jouer ce rôle. Donc, l'idée est qu'ils jouent tous le même rôle pour que l'enseignement soit le même pour tous les élèves. Et par contre, effectivement, je viens de le dire, on risque de devoir le faire 50 fois. Et pour un patient, le faire 50 fois, en plus sur sa propre histoire, qui peut éventuellement réveiller faire résonner toute une question émotionnelle, ça peut être compliqué. Déjà, là, dans ce cas-là, on a travaillé sur la vignette, comme je l'ai dit, en
prenant exemple sur mon cas, parce qu'on voulait vraiment utiliser mon expérience, mon vécu expérientiel, mais ce n'est pas mon personnage. Parce que, en fait, travailler directement sur ma véritable histoire aurait pu être, aurait sûrement été trop inconfortable pour moi, en fait. Parce que je suis pas là et ça, j'ai l'impression, moi, en tant que patiente, que ça m'aurait renvoyé à ma position de pure patiente, en fait. Faire trop écho, en fait, à mon vécu personnel de patient et pas utiliser juste le savoir expérientiel. À Bobigny, en tout cas en préparation des écos, au départ, moi, j'avais été contactée par la fac pour me dire trouvez-moi des patients pour qui jouent en fait le patient pendant les écos. Et en fait, j'ai refusé d'abord en disant les patients sont là pour prendre la place de personne, à commencer par pas prendre celle des comédiens. Vous avez des voilà. Et si vous n'avez pas assez d'argent, prenez des médecins à la retraite, prenez comme vous faites habituellement. Et eux aussi cherchent. Non, je rigole, mais voilà, donc ça peut être joué, c'est standardisé. Le patient s'éclate pas dans ce rôle parce que c'est très standardisé. Donc, qu'est-ce qu'il apporte de plus, en fait? Ce qui l'intéresse, ce qui le motive, c'est d'apporter quelque chose, d'être créatif, en fait, et d'apporter quelque chose. À partir du moment où c'est standardisé, il n'y a aucun intérêt que ce soit un vrai patient. Par contre, tout l'intérêt est effectivement dans l'écriture des scénarios et dans l'écriture de la grille d'évaluation des étudiants. Qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui aurait été important à ce moment-là que les étudiants demandent, fassent, et voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a travaillé les scénarios avec des patients et travaillé l'évaluation aussi avec des patients. On n'avait pas, on manquait de ressources humaines. C'est-à-dire j'ai pas eu la possibilité, mais ça, c'est mes limites personnelles par manque de temps pour m'investir, pour mettre un patient derrière chaque station qui puisse évaluer. Il y aurait eu un patient par chaque station, il y aurait eu une grille d'évaluation des professionnels, une grille des patients. Et on aurait chacun utilisé notre grille, comme on le fait en jury au sein du département de médecine. Hein. Les patients sont présents dans tous les jurys avec leur propre grille d'évaluation qu'ils ont construite. Mais là, parce qu'ils ont la possibilité physique d'être là, quoi. Là, par manque de combattants, mais un peu de ma faute, du coup, on a privilégié une co-construction de grille, qui est une grille unique que les médecins puissent utiliser, mais dans laquelle il y a la perspective patient. Je pense que c'est à ces endroits-là que c'est vraiment utile, ouais, vous confirmez, vous qui avez pris. Ouais, voilà, que de le jouer vraiment, quoi. Mais en l'occurrence, le fait de bâtir un scénario ne fait-il pas disparaître justement la spécificité de chaque patient, puisque vous avez bâti que chaque patient après va reproduire. Donc vous reproduisez un comportement. Oui, mais les étudiants sont évalués. En fait, c'est une obligation. Ils doivent passer. Et puis, 500 étudiants doivent être évalués de la même manière. C'est une évaluation qui est classante pour eux. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait une situation plus difficile, quelque chose de différent. C'est motif à plainte, hein. Vraiment ça. Parce que ça conditionne leur avenir. Et donc, il faut qu'ils aient exactement quelque chose de très standardisé, comme ça nous a été dit. Donc, c'est le principe de cet examen. Ouais. C'est ça qui conditionne ce genre de choses, ou ce dont je parlais tout à l'heure quand je faisais référence chez nous, ce qu'on appelle les écos. C'est un examen, en fait. Et c'est pas une formation, c'est un examen. Ouais, c'est ça, c'est un examen, donc c'est pour ça. Il y a des questions dans le chat. On a le même. Merci beaucoup. Je vais poser une question avant sur les écoles. Est-ce que les chercheurs écoles ont de la place et insérer des enseignements en lien du savoir propre du patient?
Est-ce que l'Écosse est compatible avec un enseignement et une évaluation intégrant le savoir propre du patient? Mais en fait, là, vous suggérez presque une idée d'un Écosse. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un Écosse qui évalue les compétences de l'étudiant dans le savoir-faire partenarial, on pourrait dire. Mais ça voudrait dire qu'on devrait construire ce scénario de simulation et la grille d'évaluation, co-construire pour évaluer spécifiquement cette dimension-là, parce que chaque simulation standardisée qui vise l'évaluation ne peut pas faire de l'enseignement en même temps. L'étudiant, il arrive, il réalise son entretien, ça dure 10 minutes, 13 minutes, et ensuite il sort. Et lui, il ne reçoit pas du tout de feedback. Donc, ce n'est pas un moment dédié à l'enseignement. Ils sont préparés à ça. Alors, évidemment, on évalue des compétences qui sont supposées avoir travaillé au préalable. Et donc, effectivement, le partenariat, c'est pour ça que je dis que pour l'instant, effectivement, il n'est pas évalué en Écosse, mais c'est une idée. Moi, je prends note de ça. Merci. Un petit mot là-dessus. En fait, oui, on a besoin de standardisation. On a besoin parce que il y a des réflexes à acquérir, il y a des lieux communs qui sont pas, je dirais, qui sont liés à des problématiques de maladies, de malades et qui reviennent tout le temps. Et ces éléments doivent être travaillés parce que dans le fond, il y a un aspect un peu générique des choses qui reviennent et qu'il faut absolument connaître très bien et reproduire très bien. Dans les scénarios, il faut à la fois aller chercher des éléments précis, authentiques, vous l'avez dit. Donc, le patient est très important dans l'authenticité et la simulation doit être authentique. C'est ça le problème. Ensuite, la simulation ne va pas tout régler. Elle ne peut pas tout régler. Évidemment que dans l'expérientiel, le patient ne mettra pas tout le canoïdoscope de l'expérience des patients dans toutes les maladies, sur des simulations et des scénarios. Mais c'est quand même très important d'acquérir les choses. En gros, le soignant, le médecin, devrait se poser toujours la même question. L'attente du patient concerne ce qu'on appelle la qualité des soins, c'est-à-dire répondre avec une très bonne technicité, une innovation qui est un réel progrès à la problématique de la maladie. Puis ensuite, il y a, vous le savez, l'attente du patient dans le care, c'est-à-dire prenez soin de moi. Et dans ce soin de moi, j'ai des attentes très précises en fonction de ma maladie que vous ne voyez pas. Tout focalisé, omnubilé que vous êtes par votre technicité et parfois hyper spécialité, vous passez à côté de ce que j'attends, ce que j'ai en priorité comme besoin. Et puis ensuite, facilitez-moi la vie. Et ça, vous n'y pensez pas souvent, hein, me faciliter la vie, à travers la coordination des soins, mais pas que. Et dans l'attention que vous me portez, il y a des grandes choses, bien sûr, la douleur, la souffrance, le désarroi, la révolte que je peux avoir, mais il y a aussi des choses où vous passez complètement à côté et qui sont peut-être moins importantes à vos yeux, mais vous les loupez. Alors, je terminerai en disant quelque chose de très important. C'est que la médecine va être de plus en plus numérique. Elle va être de plus en plus télémédecine, même s'il ne faudrait pas qu'elle ne devienne que télémédecine. Je vous rappelle que dans le Covid,
Avant le Covid, il y avait 10 000 personnes en télémédecine en France par semaine. La première semaine d'avril 2020, 1 million de personnes en télémédecine. Heureusement, ça a chuté. Mais enfin, ça montre que la télémédecine, quand ça chauffe, peut prendre une place terrible. Et donc, il y a tout le domaine de la télémédecine. Je vais vous dire, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en télémédecine, on prend de moins en moins compte de la souffrance réelle des gens, on la sous-évalue, on ne voit plus très bien les visages, on n'a plus la même attention et on rétrograde la qualité humaine du soin. Je vais en parler du reste. C'est tout un apprentissage spécifique nouveau où il faut des scénarios nouveaux et il faut des patients qui étaient confrontés à la télémédecine pour à nouveau pouvoir enseigner, co-enseigner, co-construire pour remettre de l'humain. Un des grands enjeux de la formation médicale des années qui viennent, c'est comment enseigner l'humain dans le virtuel. C'est un enjeu colossal. Et vous qui vous occupez de simulation, c'est une ouverture majeure. Il faut beaucoup y réfléchir, il faut le voir avec les patients, parce qu'aujourd'hui, on a la télémédecine et quelques algorithmes, mais dans 5-10 ans, on va avoir beaucoup d'algorithmes qui décident, et on fait quoi pour l'humain? Et comment on gère tout ça? Donc c'est un domaine considérable du champ que vous avez ici. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'accueil de la souffrance ou la prise en compte de la souffrance. Et en fait, c'est une question que j'avais un peu envie de vous poser. C'est-à-dire, est-ce que dans ces scénarios, vous avez le sentiment, puisqu'on a parlé d'authenticité, de choses comme ça, parmi les choses que vous vouliez faire passer, est-ce qu'il y avait une prise en compte des émotions liées aux soins ou des émotions liées à l'état de santé? Et est-ce que, voilà, est-ce que ça, si c'était le cas, est-ce que de votre point de vue, c'était quelque chose qui était traité avant? Et est-ce qu'on peut se dire, parce qu'il me semble aussi que dans d'autres choses qu'on a vues l'après-midi, on a survolé cette question des émotions, mais qu'elle était quand même présente. Donc, est-ce que ça vous inspire? Enfin, je ne sais pas si ça vous répond. Alors déjà oui, dans la rédaction de la vignette, il y a eu des moments où oui, c'est vraiment mon émotion, c'est les émotions par rapport à la situation. On est vraiment allé chercher ça, comment moi j'ai pu ressentir ces moments-là quand je les ai vécus ou éventuellement différemment, enfin légèrement proches. Et puis, les émotions, il se trouve aussi qu'on a effectué 2 vidéos. Une, comment ça se passe quand ça se passe bien, et une, comment ça se passe quand ça se passe pas bien. Et dans les 2 cas, à la fin de la vidéo, en tant que patiente, donc c'est une simulation, en tant que patiente, je donne mon feedback. Donc, on est vraiment, on a essayé d'aller justement chercher vraiment ces émotions, de les transmettre pour montrer comment un entretien qui se passe pas bien, qu'est-ce qui va pouvoir créer. C'est ça qu'on a voulu montrer dans les vidéos. Dans le cas où ça se passe bien, bah merci, j'ai été contente d'être entendue, ou à l'inverse, ben c'est gentil de se préoccuper de ça, mais vous m'avez aussi, en me disant ça, vous m'avez quand même infantilisé et des choses comme ça. Et puis, on verra justement quand ça va se passer en vrai. C'est à ça qu'ils vont s'entraîner. Et après, c'est aussi en ayant fait tout ça, c'est aussi à ce moment-là qu'on s'est un peu rendu compte que c'était effectivement pas moi qui pourrais le faire à terme, parce que moi, je suis déjà allée trop loin dans l'émotion pour pouvoir le faire en simulation. Comme vous dites, c'est pas mon métier. Il y a une question dans l'auditoire. Voilà, voilà. Et comment
Voilà, et pouvoir montrer qu'on peut être et rationnel et émotif. C'est un vrai enjeu. Des réflexions à chaud sur l'après-midi, parce que c'est ce que vous avez commencé à faire, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on a eu d'un côté du réel, et quand on a vu sur les troubles phasiques, et quelque part, enfin, moi j'avais beaucoup d'émotions à écouter ça, parce que je me dis, mais comment elles arrivent à gérer un atelier comme cela, cet équilibre, cette symétrie qu'on doit rechercher, les rires qui arrivent spontanément parce que la situation est là. Et de l'autre côté, en fait, on se retrouve avec des simulations et qui standardisent peut-être, mais qui ont le mérite de pouvoir se reproduire avec des patients différents. Et on en arrive en fait à l'évolution, hein, ce que vous avez décrit, c'est-à-dire comment on va faire pour qu'il y ait de l'émotion, tout en ayant la capacité à donner de l'enseignement différent à un grand nombre, hein, voilà. Et cet équilibre-là, il va falloir le travailler. Pour avoir fait dans des formations, et puis maintenant avec Covid, des web ateliers, il peut y avoir énormément d'émotions dans les web ateliers, ça c'est évident. Mais c'est quand même lié en fait à la relation qui est en train de se faire. Et donc c'est pas de la simulation, c'est ça que je veux dire. Donc comment on va faire? Non, on le vit en direct, donc c'est pas de la simulation. Est-ce qu'on peut le reproduire en simulation, toute l'émotion qu'on voit que l'on vit en direct quelquefois? J'en sais rien. Mais c'est assez intéressant de voir d'un côté, et tout à l'heure, moi j'étais assez déstabilisé là, dans le travail de l'orthophoniste, hein, vraiment sur ces ateliers, et d'un autre côté, je me dis, bon, la simulation, il faut lui mettre beaucoup d'émotions, quoi, voilà. Donc, parce que quand même, je termine simplement, c'est vraiment dans la relation qu'il va se passer des éléments pour modifier l'autre individu, que ce soit le patient ou l'étudiant à ce moment-là. Si vous voulez, à chaque fois, c'est un peu la même chose. Je suis Alain Devalès, donc je suis médecin, je suis responsable d'un pôle prévention et on fait beaucoup d'éducation thérapeutique sur les précaires et autres. On a fait par exemple sur un programme là qui est ici sur Montpellier, FICRONI, qui est en direction des précaires, où il y a des situations où on crée l'autogestion, enfin, c'est-à-dire, voilà, c'est assez intéressant, on en a un peu parlé ce matin, et toutes ces situations d'enseignement, à mon avis, doivent créer une émotion pour favoriser le changement de comportement de l'individu. Mais il ne faut pas obligatoirement être patient, enfin, je veux dire, être atteint d'une maladie, parce que sinon, j'entends bien Einstein qui disait l'expérience, la connaissance sur l'expérience, mais bon, on ne va pas tous être toutes les maladies pour y arriver. Alors, juste pour préciser, peut-être parce que la simulation, je sais que ça paraît... Enfin, on se fait beaucoup d'histoires sur la simulation, mais il y a deux choses. D'abord, c'est que c'est des vraies rencontres. Quoi qu'il se passe, c'est deux êtres humains ensemble. Et donc, ça génère des émotions parce qu'il y a une relation. Donc, et cette émotion-là, on ne peut pas la standardiser. Ce que disent les patients simulés, c'est qu'ils ont des émotions différentes selon la personne avec laquelle ils se trouvent. Donc, on est dans des situations qui peuvent être extrêmement émotionnelles pour les étudiants et on travaille des situations qui le sont tout autant. Ça, c'est une chose. Ce qu'on essaye de préserver là, dans ce champ-là, c'est aux patients réels de revivre des situations qui sont parfois traumatiques en lien avec les soins. Et d'où l'intérêt de former d'autres patients et pas d'aseptiser la simulation, parce que ce n'est pas du tout ça. Et on a des étudiants qui viennent des années après, parce qu'ils ont fait une première simulation et c'était leur premier contact avec un patient, et qui disent, ils revoient la personne qu'ils avaient eue, qui jouait le rôle du patient, ils disent, mais vous étiez mon premier patient. On a des étudiants qui sont venus proposer à un patient qui jouait une hémiplégie, ils sont venus lui proposer après la simulation d'aller lui faire les courses. Donc les étudiants, les apprenants sont complètement immergés dans la relation. Voilà. Juste pour dire. C'est pas qu'ils ressentent l'émotion, c'est juste qu'ils fassent en sorte qu'avec leurs actions, ils ne déclenchent pas des émotions négatives et si possible, plus d'émotions positives chez la patiente. Alors, dernière question.
Bonjour tout le monde, je suis Cyrielle Garcia, patiente partenaire, polypathologie, qui fait 2 DU ici même, j'en suis fière. Je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport à la standardisation des patients qui souhaitent intervenir en Écosse. Il y avait une question un peu plus en amont qui disait est-ce qu'on risque pas de perdre en authenticité? Et personnellement, je pense que donc déjà, ce qui revient souvent, c'est que les patients qui soient plus ou moins investis, impliqués dans le partenariat, sont généralement capables d'empathie, de plein d'émotions, de partage, des émotions un peu miroirs. Et là où je veux en venir, je me recentre parce que je m'égare. Il y a des notions patients qui sont transversales. C'est-à-dire que même si on a un rôle à jouer, selon moi, il y a des ressentis qu'on a déjà vécu dans notre parcours. Et même si ce n'est pas le détail qui correspond à notre propre histoire, ce sont des émotions qu'on a déjà ressenties, qui sont connues, vraiment, quelle que soit la pathologie. Voilà, ça me paraissait important de rajouter ça. Si chaque personne était complètement unique quelque part, ça serait un peu compliqué de former les étudiants à préparer tout ça. Mais c'est le fait qu'effectivement, il y a un énorme socle commun qui fait que de les préparer à partir de votre histoire vaut pour la mienne, vaut pour la vôtre, vaut pour... voilà, c'est parce qu'il y a ce commun derrière, évidemment. Je répète ce que je viens de dire. Les stations Écosse, quand on est patient standardisé, peuvent aussi enrichir les patients partenaires à se diversifier et à être plus polyvalents dans ce qu'ils apprennent, puisque même si ce sont les étudiants que l'on évalue, on peut aussi s'enrichir en tant que patient partenaire dans ces expériences-là. Voilà, ce sera tout pour moi. Hop, merci. Donc Fabienne, patiente partenaire aussi. Déjà, bravo pour le travail des hôpitaux de Genève. Je trouve que c'est très inspirant tout ce que vous faites, à la fois avec un impact positif au final pour les patients bénéficiaires à travers la formation des professionnels de santé, et aussi un impact positif sur la qualité de vie au travail des professionnels et redonner du sens à la fois aux formateurs et aux cliniciens. Du coup, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il existait une dynamique collective parmi les 650 patients partenaires des hôpitaux de Genève qui pourrait peut-être servir à stabiliser certains savoirs expérientiels, enfin, savoir situer, Olivia, ou ce qui vient d'être évoqué, des notions un peu transversales sur la souffrance ou la relation de soins ou autre. Et deuxième question, quel est le statut de ces patients partenaires aux hôpitaux de Genève? Après, éventuellement, j'ai une question bonus un peu à part, mais voilà, déjà celle-ci. Alors, donc, comme je vous disais, ce programme a été initié en 2015. Le temps que ça se mette en place, ça a été 2017, 2018, 2019. Hein. En fait, c'est arrivé un petit peu à maturité juste avant le Covid. Donc, voilà, on ne s'est pas plus rencontré que ça. Et en fait, je ne vous cache pas que hier, il y avait le premier grand événement où on devait tous se retrouver et auquel je n'ai pas pu aller parce que j'étais arrivée à Montpellier hier. Voilà, et que je ne pouvais pas être aux deux endroits en même temps. Mais ce qui est très marquant, donc on n'a pas encore eu vraiment d'événements qui nous réunissent en tant que tel. Je sais qu'il y a des gens qui se sont réunis de manière personnelle comme ça. Et par contre, il y a étant donné que c'est organisé au sein des HUG par un bureau et que c'est très transversal au niveau de tous les services et de tous les niveaux de partenariat, il y a un véritable sentiment d'appartenance. Et d'ailleurs, moi, j'ai demandé à la responsable, est-ce que moi, j'en ai marre à chaque fois que je suis citée, je suis juste Pauline Carrara, est-ce que j'ai le droit de mettre Pauline Carrara DHUG? Parce que finalement, j'ai à la fois toute mon histoire de patient, enfin une grande partie de mon histoire de patient au HUG. En tant que patiente, je me sens aussi faire partie de cette maison. Pour certains endroits, je connais vraiment bien.
Et puis, aussi, parce qu'effectivement, il y a ce groupe, quand on se retrouve dans les diverses manifestations, on est super content, on se tape sur l'épaule, comment tu vas et tout en se respectant vraiment par rapport à nos maladies respectives. Mais il y a vraiment une espèce d'émulation qui se fait entre nous. On partage aussi beaucoup sur les différents partenariats qu'on fait. Ah ouais, toi, tu fais ça dans la recherche, c'est super intéressant. Est-ce que tu crois que je pourrais faire? Ou alors, ah non, moi, tu fais ça, moi, je ne pourrais pas du tout le faire. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment super parce qu'il y a vraiment différentes... et la personne donc, qui s'occupe de ça part à la retraite et c'était son pot de retraite hier soir. Donc, je vais essayer d'être brève. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Donc, je m'appelle Christiane Champetier. Je suis expert, patient expert depuis 5 ou 6 ans au CHU. Là. Et là, il y a 2 ans, j'ai passé le DU et actuellement, j'interviens au niveau de l'école de kiné sur Montpellier. Mais par rapport à ce qu'on a vu, moi, cet après-midi, j'ai beaucoup apprécié l'après-midi, plus que le matin, je trouvais ça très vivant. Et je trouvais que vous étiez, tout à l'heure vous en parliez peut-être au début, il y a une certaine égalité dans l'équipe. J'ai l'impression que tout le monde était égaux, il n'y avait pas de... Ah, excuse-moi. Il y avait une certaine égalité de cette équipe, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Vous avez parlé aussi des meilleurs ajustements, de la connivence entre les personnes, vous avez parlé aussi de... parfois prendre plus en compte le patient par rapport à ses j'ai perdu toujours le mot, désolé, par rapport à ce qu'il pouvait vivre et revenir peut-être parfois là-dessus. Mais par contre, une personne a dit qu'il y avait il trouvait on avait beaucoup parlé de l'intégration du patient ce matin. Moi, je trouve qu'on a beaucoup parlé de l'intégration plutôt de l'enseignant et non pas du patient. Pour moi, hein, une vision pour moi, je ne suis pas très claire. À sa tête, à la tête de monsieur, voilà. Un mot. D'abord, c'est une après-midi intéressante, vivante, avec des échanges et une vraie complémentarité. Si vous voulez, je crois que la médecine et les soins, globalement, vont toujours vers une triple complémentarité. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une très grande technicité aujourd'hui, de plus en plus pointue. Pour illustrer tout ça, je vous dirais que l'imagerie telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui finit par lire dans nos têtes presque, est une imagerie qui a transformé la médecine, transformé entre l'exercice de la médecine il y a 30 ans et aujourd'hui. Toutes les spécialités ont été bouleversées, toutes les maladies, par l'imagerie, mais pas que, bien sûr. Ensuite, on a besoin de technicité, on a besoin de standardisation. C'est obligé. Il faut un certain degré, une colonne vertébrale pour que les gens soient bien soignés. Et enfin, on a besoin d'humanité. Et cette humanité, évidemment, elle demande un travail très important. Et je vous dirai ce que je pense, c'est qu'au milieu de l'évolution technique qui est suivie partout dans les grands pays qui en ont les moyens, bien sûr, malheureusement avec des pays dans lesquels il y a une rupture de plus en plus profonde. Mais dans ces grands pays qui ont la chance d'avoir accès aux technologies, le problème ne sera pas dans les technologies. Tout le monde va avoir accès à l'intelligence artificielle qui donne de bons diagnostics, une approche diagnostique plus sûre et des choix thérapeutiques plus sûrs. Ça, on va l'avoir partout. Donc, que peuvent faire les facultés de médecine et les lieux d'enseignement des professionnels de santé? Ils seront performants, ils seront attractifs, ils seront reconnus
s'ils arrivent à mettre la part d'humanité avec l'évolution des technologies. C'est-à-dire s'ils arrivent à insérer un enseignement de plus en plus important pour gérer avec humanité ce qui nous attend de technologie, qui va à une allure folle, qui est presque angoissante, mais c'est inarrêtable. Chaque fois que la machine a pu remplacer l'homme, elle l'a remplacé, elle continuera à le remplacer. Et évidemment, toute innovation n'est pas un progrès. C'est aux patients de dire aussi si c'est un progrès, parce que ça aussi, c'est important. Donc, je crois qu'une faculté de médecine comme celle-ci ne s'en sortira à l'avenir que si elle met en place des formations intégrées avec les patients. Et il y a d'autres moyens. La simulation est une approche complémentaire. Ici, il y a théâtre et médecine avec des choses bouleversantes sur le ressenti des étudiants en médecine, parce que les acteurs arrivent à faire plus vrai que vrai dans la douleur, la souffrance et le désarroi. Donc tout est bon, pourvu qu'on ait ce que j'ai aimé, je conclurai par là, c'est que avec votre travail, Olivia, bien sûr, important, et avec d'autres, et le vôtre aujourd'hui, on en arrive à une bonne pratique du partenariat, c'est-à-dire des règles de bonne pratique du partenariat. Et ça, il va falloir les standardiser, parce qu'on va arriver à une étape où comment apprendre à un médecin en télémédecine à être humain, comment apprendre à annoncer alors que c'est l'algorithme qui dit, c'est un champ considérable. Merci à tous.